la tête dans les nuages, voire même juste au-dessus. Les plus hauts sommets d'Europe sont habités été comme hiver par des animaux funambules qui se jouent du vide, qui dorment sous terre une bonne moitié de l'année ou qui plongent sans hésiter dans les eaux glaciales, imités bien maladroitement par notre espèce, curieuse de découvrir la vie sur le toit du continent. On commence au pied du Mont Blanc, 4808 mètres d'altitude. C'est le sommet le plus haut d'Europe et le sommet le plus haut de l'arc alpin, cette longue chaîne de montagnes qui va de la Slovénie jusqu'à la France. Bienvenue dans cet épisode du Jardin extraordinaire qui vous emmène à la découverte des animaux des Alpes. Comment font-ils pour survivre ici, même en plein hiver? C'est ce qu'on va essayer de voir. La chaîne des Alpes s'étend sur 1200 km de long et 250 km de large. Notre aventure commence côté français, en Savoie-Mont-Blanc, au pied du plus haut sommet d'Europe. Notre guide Sébastien aime grimper vers les sommets. En chemin, dans les forêts de montagne, les arbres sont encore suffisamment grands pour permettre à certaines espèces d'oiseaux là, il y a des belles traces, de vivre à cette altitude. Ah, effectivement, ouais. Qui a pu faire ça là? Ouais. T'as une idée ou pas, toi? Oula. Un oiseau. Un bûcheron? Ah ouais, c'est beau ça, ouais. Tu vois, on a encore pas mal de copeaux. Ouais, carrément. Et alors, qui fait ça? Le pic noir. Le pic noir, le bûcheron de la forêt. Qui a creusé un aussi grand trou dans l'arbre là. Ouais. Attends, mais comment il fait pour, à main nue, j'allais dire, à bec nu, se creuser hein? Il a plusieurs éléments intéressants, le pic noir. Déjà, il prend appui en général sur sa queue. Il a une queue qui est hyper rigide, donc pour monter sur l'écorce de l'arbre. Il a des doigts aussi qui sont assez balèzes. Et il a un pic qui va donc creuser, tu vois, qui va tambouriner l'arbre. Il va chercher après les scolytes avec sa langue, une longue langue poisseuse. Et le muscle de la langue, en fait, vient faire amortisseur autour de la tête du pic. C'est pour ça qu'il peut donner des coups assez puissants. Sans devenir fou, en gros. À la fin de l'hiver, au cours de ses balades, Sébastien admire le paysage, bien sûr, mais regarde aussi vers ses pieds. Et il s'intéresse aux choses toutes simples qu'offrent les pentes de la montagne. Ouais, tiens, regarde les premières fleurs là. C'est quoi? Elles sont belles, hein, c'est les tussilages. Ok, c'est les toutes premières à sortir? Ça fait partie vraiment des premières à sortir. Ouais. Dès que la neige commence à fondre, elles arrivent. Okay. Tu vois, ça attire d'ailleurs toutes les abeilles, tous les bombilles du coin, là. D'accord. Et surtout, elle est assez intéressante pour nous, en montagne, parce que c'est vraiment une plante traditionnelle qu'on cueille à cette période et qu'on fait sécher et qu'on consomme en tisane pour les maux de gorge et les maux de toux. Donc en gros, là, on va la faire sécher et après, tu as ton stock pour l'hiver prochain. Toi, qu'est-ce qui te passionne dans ces fleurs, ces plantes là? J'ai l'impression que tu les connais bien, non? Vous connaissez bien. Ouais, moi j'aime bien. Ce qui me passionne, c'est la relation qu'on a, nous, avec les plantes, qui je trouve est unique et qu'on a quelque peu perdu ces dernières années parce que, tu vois, on passe à côté sans les voir. Et quand on perd le nom, on perd aussi la vue quelque part. Quand tu as le nom de la plante, tu vas mieux la repérer, tu la connais, tu as une relation avec elle. Les plantes, on a tendance à passer à côté sans les voir, à les piétiner. Et je trouve que voilà, le fait de les utiliser, notamment, ça crée une relation qui fait qu'on ne pose plus le même regard, tu vois, sur les choses. Et on les considère finalement comme des êtres vivants à part entière. Donc ouais, c'est intéressant de poser un peu plus le regard sur ces plantes-là. Excellent. Bon allez, viens, on continue. Je regarde mes pieds alors. Allez, regarde tes pieds. Sûr de rien abîmer. Plus on grimpe, et plus la taille des arbres diminue. Mais tant qu'il y a de la végétation, certains animaux se sentent chez eux, même à quelques mètres du sentier. Ça bouge. Si tu vois. Ouais, il y a des chamois dans la forêt en face là. Ah, ils sont bien installés là. Écoute, ouais, ils sont en train de manger dans la forêt, ils sont bien là, je pense. Ils ont tendance à se mettre à l'abri des petites forêts comme ça, des arbres là, comme ils sont là. Ouais. En hiver, c'est vraiment leur zone d'hivernage sont souvent dans les petites forêts, ouais. Qu'est-ce qu'ils mangent là? Qu'est-ce qu'ils mâchouillent? Alors, c'est des aiguilles d'épicéa.
Donc ils sont en train de manger aiguilles d'épicéa. Ils peuvent aussi manger les lichens. C'est finalement le peu de choses qu'ils ont à disposition. Et là, tu vois, il y a quand même des petites zones herbeuses qui commencent à se découvrir, vu que là, on est plutôt à la fin de l'hiver. Donc ça, pareil, ils vont avoir tendance à se déplacer jusqu'à ces zones pour se nourrir en ce moment. Il a des sabots qui sont un peu, comment dire, qui s'écartent assez, et une petite membrane qui lui permet de faire un peu comme des raquettes, si tu veux. Enfin, ouais. On parle de 5 minutes pour faire 500 mètres de dénivelé positif. Ah ouais. C'est quand même balèze. 5 minutes, il est là-haut, ce qui nous prendrait 1h30. Ouais. Bon, ben ça sert à rien d'essayer de les suivre, j'imagine. Non, là, on va les laisser tranquilles. Et puis, bah écoute, on va repartir de l'autre côté. De toute façon, ils iraient trop vite pour nous, et puis j'imagine qu'il vaut mieux pas les déranger. À ce moment-là. Non, on va les laisser. Hop. Pour ceux qui continuent la grimpette, passés les 2000 mètres, les arbres et les dernières traces de vie animale disparaissent petit à petit. À cette altitude, c'est le territoire du vent et de la glace. Quel paysage! T'as vu ça? Ouais. Ah, c'est beau là, hein? On est où là? Bah, écoute, regarde. Là, on est vraiment sous l'aiguille du Midi, là. Puis là, ça c'est quoi là? T'as vraiment une épaisseur de quoi? De neige, de glace? Ouais, donc là, on est vraiment sous le plateau des Pyramides. Donc pourquoi on appelle le plateau des Pyramides? Parce qu'en fait, c'est des séracs. Il faut savoir que le glacier des Bossons, quand même, on part du Mont Blanc, donc 4810 mètres, jusqu'à 1300 mètres d'altitude. On a plus de 3000 mètres quand même de dénivelé. À t'écouter, ça a l'air de bouger en permanence, là, même si on le voit pas. Ouais, ça bouge en permanence. On a, tu vois, une vitesse moyenne là, sur ce glacier-là, qui est un glacier quand même assez pentu, de 250 mètres par an. Tu sais, on a eu des catastrophes aériennes, notamment le Malabar Princess en 1950. Et ils ont retrouvé, tu vois, une cinquantaine d'années après, où on en retrouve d'ailleurs encore aujourd'hui, mais des bouts d'avions, des pièces de la carlingue. Donc ça permet de comprendre aussi un peu ce phénomène. Tu vois, un avion qui est tombé dans les années 50 à peu près au sommet du glacier. On arrive encore aujourd'hui à retrouver des pièces petit à petit. Puis derrière un petit lac qui s'est formé. Alors exactement, ouais, là on a un petit lac glaciaire qui s'est formé en 2019. Et c'est suite justement au retrait du glacier qui a perdu quand même depuis 1980 plus d'1 kilomètre. Ça va pas en s'améliorant. Non, d'ici 2100, 90% des glaciers des Alpes auront disparu. Donc il faut vraiment profiter de ces derniers moments, entre guillemets encore, et de ce spectacle qui est quand même assez magique, parce que peut-être que nos enfants ne le verront pas de la même manière que nous. Ouais. Si les perspectives d'avenir sont peu réjouissantes, le spectacle là-haut reste pour l'heure majestueux. Planant au-dessus des sommets, l'aigle royal est en chasse. Certains jours, il parcourt plusieurs dizaines, voire centaines de kilomètres pour trouver à manger. Ce son marque la fin de l'hiver. Quand les températures matinales passent enfin au-dessus de 0 degré, quand les pentes chauffent au soleil, ce ne sont pas les chants d'oiseaux qui font le décor sonore, mais le rugissement des avalanches qui résonnent dans les vallées comme des coups de tonnerre. La puissance de l'élan d'une avalanche propulse d'énormes rochers jusqu'au fond de la vallée et forme des amoncellements de neige dure comme du béton. Malgré tout, quelques animaux trouvent une place tranquille. Après 6 mois d'hibernation, profondément enfouis sous la terre, les marmottes ont besoin d'exercice. Et les querelles de voisinage
offrent une opportunité parfaite. D'autres créatures sortent aussi de leur cachette souterraine. Étonnant décor pour voir une grenouille. Un amphibien dans la neige à plus de 2500 mètres d'altitude, voilà qui n'est pas banal. Ces grenouilles rousses ont passé l'hiver dans des mares souterraines. Le jour où la couche de glace des hauts lacs alpins commence à craquer, elles apparaissent comme par enchantement. Mais elles ne se transformeront jamais en prince charmant. Si les marmottes sont impatientes de manger, les grenouilles, elles, ne sont pas pressées de passer à table. Elles se ruent par centaines vers les points d'eau. Aucune d'elles ne veut rater le grand bal annuel. Leur peau est équipée d'un écran protecteur, car elles sont prises en étau entre la glace et les rayons du soleil, très puissants à cette altitude. Mais dans les petites profondeurs, l'eau est tiède. Enfin, pas tout à fait gelée. C'est parfait pour pondre. Alors les mâles s'accrochent au dos des femelles, plus larges, prêts à féconder les œufs dès qu'ils sortent dans l'eau. C'est une véritable orgie, qui va durer 3 ou 4 jours. Certains mâles sont accrochés à leur partenaire depuis l'automne, et ils y sont restés collés tout l'hiver, jusqu'à ce festival de la reproduction. À cette altitude, les grenouilles pondent des œufs plus gros que celles des vallées. Cela permet à leur descendance de naître avec davantage de réserve pour se développer pendant le très court été alpin. Pour imiter les animaux de la région, rendez-vous a été fixé avec Alban Michon sur les rives d'un lac gelé. C'est là que l'aventurier des pôles veut me faire jouer à l'homme grenouille. Salut Tanguy. Salut Alban. Ça va? Ça va? C'est génial, t'arrives avec le sourire jusque-là. Comment tu veux, je n'ai pas le sourire ici, regarde, t'as vu le paysage de dingue? Mais ce n'est pas uniquement pour ce décor qu'Alban vient jusqu'ici. Juste là, en fait, on va pouvoir se glisser sous cette croûte de glace, sous ce lac. C'est sérieux? Tu m'emmènes là en dessous? Exactement, on va aller plonger. D'accord. Et puis on va essayer aussi de se faire plaisir, d'aller voir des truites. Et en même temps, je vais aussi te faire découvrir mon univers. Allez, viens, on va apporter le matériel là-bas. Et puis on va aller... Elle est froide, j'imagine. Elle est à 2 degrés. 2 degrés. Ouais. Une aventure qui demande de s'équiper. Voilà. Une combinaison étanche, masque, palme, bouteille, et nous voilà prêts pour une plongée dans un univers parallèle. Sous la glace, enivré par la beauté du lieu, on perd soudain toute notion d'espace et de temps. Mais Alban ne perd jamais de vue le fil d'Ariane qui nous relie à la sortie. Ça va? Ouais, t'as vu? Eh, bravo, hein. Eh, on les a vus, hein? C'est des truites. Ah ouais? Ouais. T'as vu, il y en avait plein, hein. C'est génial. Même sous l'eau, je voyais que t'avais des étincelles dans les yeux, là. Ben oui, ouais, parce que t'as vu les bulles, ça bouge dans tous les sens. Ouais. Tu peux tout imaginer sous l'eau. Et en fait, pour moi, même les bulles racontent une histoire. La glace raconte une histoire. La glace vit, elle se mérite. En fait, c'est ça, je trouve ça chouette. Ça t'inspire quoi, l'espèce de force de cette vie qui arrive à survivre là où nous mourrait en quelques minutes? Ouais, c'est un peu l'idée de se dire, malgré les conditions extrêmes, on a de la vie, donc le tout est possible, j'aime le tout est possible, et on a de la poésie. Et je trouve ça mais tellement beau. Alors que tu dis, t'as tellement froid et eux ils sont tranquilles. Donc je trouve ça magique en fait. Toi justement, tu te dis explorateur, pas aventurier, c'est quoi la nuance?
Pour moi, l'aventure, c'est quelqu'un qui va se dépasser vraiment dans l'exploit sportif pur et dur. Je suis la première personne à avoir grimpé cette montagne, par exemple. Alors que l'explorateur, l'exploratrice, on est plutôt, je pense, dans une connotation scientifique. On va dans les endroits extrêmes de la planète pour ramener des informations scientifiques. Donc on travaille avec des instituts où on a des protocoles à suivre et ce qui permet de mieux connaître le monde pour mieux pouvoir le protéger. En fait. C'est intéressant, c'est de voir l'évolution du monde. Et ça, c'est le rôle de l'explorateur, entre autres. Bon, ben merci. C'était un plaisir. Une expérience qui fascine et met KO l'aventurier amateur, bon pour une petite sieste. Un repos rapidement perturbé par les acrobates de la montagne. Les chocards à bec jaune ont bien compris l'intérêt des stations de ski pour leur espèce. Quelques degrés de plus, de la nourriture à disposition et moins de prédateurs. Habitués à se servir sur les terrasses des immeubles ou des restaurants d'altitude. L'hiver terminé, ils iront nicher dans les falaises alentours. Si les chocards sont faciles à trouver, il n'en va pas de même pour les lagopèdes alpins. Des oiseaux entièrement blancs auxquels Jean-François a consacré sa vie. Un indice, on est bien dans une zone à lagopède. Et à lièvre variable, il y a des crottes là, de lièvre, une crotte de lagopède ici. Voilà de quoi ils vont se nourrir. Ben, c'est de ça. Ils vont arriver à survivre grâce à ça. Concrètement, ça va ressembler à quoi? Là, ce qu'on cherche, ça va ressembler à une espèce de tas de neige comme ça, quoi. Blanc sur blanc. Blanc sur blanc. Parfait. Alors il y a le bec noir, il y a l'œil noir. Et ça, puis voilà, ça c'est à peu près le volume. Voilà. Blanc. Voilà, sur blanc. Blanc sur blanc. Avec un, ouais. Il faut le trouver genre là, quoi. Faut le trouver, alors oui. Car ce jour-là, les lagopèdes jouent à cache-cache. Et généralement, à ce jeu-là, ce sont eux qui gagnent. Bon, allez, on cherche notre lago, là. On ne sait jamais. On est vraiment en train de chercher une aiguille dans une botte de foin, là, Jean-François, non? Là, oui. C'est une des espèces qu'on appelle les plus frigophiles de la faune française. D'accord, donc frigophile qui aime le froid, quoi. Voilà, qui aime le froid. Okay. C'est celle qui aime le mieux le froid. C'est un cri très guttural. Les gens qui l'entendent pour la première fois se demandent ce que c'est. Ils imaginent presque un cri d'amphibien dans des caillasses. Ça fait un cri du style, si j'y arrive, si ça reste pas accroché. Attention. Tu le tiens bien, hein. Je sais pas, j'ai quand même vu quelques fois, heureusement. Tant qu'ils ne bougent pas, les lagopèdes sont pratiquement invisibles. Et les promeneurs passent souvent à quelques mètres d'eux, sans même les voir. Dès le milieu du printemps, la fonte des neiges crée d'impressionnantes cascades. La beauté du paysage n'arrive pas à masquer que l'épaisseur de la couche de glace diminue d'année en année. Mais pour l'heure, le spectacle de ces glaciers millénaires reste grandiose. Ils craquent, ils vibrent, ils érodent les montagnes et creusent les vallées depuis des milliers d'années. Sur ces pentes de plus en plus vertes, au printemps, l'aigle royal est tous les jours en chasse. 8 fois sur 10, sa proie sera une marmotte. La plupart du temps, ce sont les jeunes moins prudents qui se font attraper quand ils jouent devant le terrier. Les jeux de pattes au soleil sont certes amusants, mais risqués. Alors la mère intervient et regarde nerveusement vers le ciel. Elle sait que le prédateur rôde toujours.
L'aigle royal ruse. Il fait semblant de quitter la zone pour que les marmottes relâchent leur attention et recommencent à jouer. C'est à ce moment que l'aigle revient en rase-motte à près de 200 km/h. La mère marmotte a juste le temps de lancer un cri d'alarme perçant. Les marmotons et chaque membre de la famille jouent leur survie. Ils courent pour tenter de se mettre à l'abri. Raté. Pour cette fois. Dans les profondeurs de leur terrier, les marmottes sont en sécurité. Mais elles ne pourront y passer toute leur vie et devront bien ressortir pour manger. L'aigle insiste, mais sa tentative est un échec. Pendant que les marmotons en profitent pour se nourrir du lait maternel, l'aigle, lui, doit reprendre sa chasse. Car il est attendu. Au nid, 2 œufs ont éclos 3 mois plus tôt. Mais un seul aiglon a survécu. À présent, il est temps pour lui de prendre son envol. Ses parents l'incitent à faire le grand saut. La mère a même déposé une carcasse sur un promontoire voisin. Mais pour en profiter, l'aiglon affamé doit décoller. Une fois dans les airs, comme enivré par son premier vol, l'aiglon semble avoir oublié la faim et profite de l'ivresse du super pouvoir des oiseaux. Voler, prendre de l'altitude et planer. Voir le monde d'au-dessus. Le rêve de notre espèce, réalisé par un oisillon de quelques semaines à peine, avec une facilité déconcertante. Depuis la perspective d'un aigle, les glaciers ressemblent à des tapis roulants géants, sur lesquels se déplacent au ralenti d'énormes blocs de rochers. Voici le plus grand glacier des Alpes, le célèbre Aletsch, 1 km d'épaisseur et 20 km de long. En été, les eaux de fonte qui ruissellent en surface pénètrent dans la glace, fracturant le glacier, créant des poches et des crevasses, amenant de la chaleur jusqu'au cœur de ce géant gelé. Lorsqu'un glacier rétrécit, ce qui est le cas de celui-ci, tôt ou tard, l'accumulation de rochers, d'éboulis et de sable, drainés par le flux de glace fondue, est colonisée par les arbres les plus robustes. Le roi de ces arbres pionniers, c'est le pin parasol. Mais comment est-il arrivé là-haut? Le livreur de graines se signale par des cris rauques. Voici le casse-noix moucheté. Cette espèce a conclu un marché donnant-donnant avec le pin parasol. Les graines du pin parasol, les pignons, sont trop lourdes pour être dispersées par le vent. Alors le casse-noix entre en scène. C'est lui qui vient faire la récolte, grâce à l'habileté de son bec.
un adulte de casse-noix moucheté en emporte des dizaines. Pendant quelques jours, au début de l'été, il va nourrir ces oisillons qui ont quitté le nid, mais ne sont pas encore capables de trouver les graines par eux-mêmes. Chargé de pignons de pin, il poursuit son vol. Car dans ce décor où la neige recouvre tout, plus de la moitié de l'année, mieux vaut se faire des réserves. Alors le casse-noix enterre des dizaines de pignons par cachette. En tout, plus de 15 000 sur la belle saison. Ces réserves lui permettront de survivre tout l'hiver. Et les graines qui n'auront pas été mangées donneront de nouveaux pins parasols. Dans les Hautes-Alpes, il n'y a réellement que 2 saisons. Un été court et chaud et un hiver long et froid. Dès le mois de septembre, le souffle glacial reprend possession des montagnes pour les 8 prochains mois. Ce jour-là, Mylène nous emmène sur la piste des bouquetins. Elle est garde au parc national de la Vanoise et elle sait parfaitement où les trouver, car les bouquetins ont leurs petites habitudes. Bon, ils sont où là? Là, ils sont sur la petite barre rocheuse, là. Un petit groupe. Par contre, c'est mélangé. En bas, il y a les mâles qui sont en train de dormir. Et en haut, il y a un groupe avec des femelles et des petits. À quoi tu reconnais la différence? Les mâles sont en bas, ça là? Les mâles sont plus gros. Ils sont déjà beaucoup plus gros. Et c'est eux qui ont les grandes cornes reconnaissables, avec les bosses devant. C'est des ruminants, hein. Donc ils sont en train de ruminer là. En fait, c'est pour ça qu'ils se couchent au soleil. Donc ils mangent ça, quoi. Ça, c'est magnifique, c'est de l'herbe sèche, ils mangent ça en ce moment. Ça leur suffit? En fait, l'hiver, ils sont en mode survie ici. Normalement, il n'y a pas grand-chose à manger et ils vivent de leurs réserves de graisse qui se sont faits durant l'été. On est quand même dans une pente bien raide, là. J'ai chaque fois peur de dévaler jusqu'en bas. Comment ils font pour tenir toute la journée dans la caillasse dans laquelle ils sont là? Alors, ils ont des sabots qui sont assez grands, avec une semelle dessous qu'on peut comparer à des chaussons d'escalade. C'est du caoutchouc très adhérent. Puis ils ont des ergots aussi à l'arrière des pattes pour vraiment bien se retenir. Pas beaucoup d'ennemis? Pas beaucoup d'ennemis, non. Pas de prédateurs à part l'op, en fait. Qui a été bon, il paraît. Ouais, on a été très très bon. Hein. Le bouquetin avait quasiment disparu des Alpes françaises, en fait. On estime qu'il restait une petite dizaine. Il y a 60 ans, il en restait une petite dizaine sur la frontière italienne. Comment on est passé de cette situation où il en restait 10 à cette situation où tu croises des groupes nombreux dans la montagne? En 1963, en France, on a créé le parc national de la Vanoise. Premier parc national français, justement pour protéger le bouquetin. Et on a réintroduit du bouquetin. Depuis la Suisse, le Mont Pleureur, et puis depuis l'Italie. Et puis on a recréé une population qui est maintenant plutôt pas mal. On estime à plus de 2500 bouquetins en cœur de parc. Ça a plutôt bien marché. Donc l'histoire est plutôt pas mal, non? On s'en sort pas si mal au final? Ouais, au final, c'est quand même pas mal. Au bout de 60 ans, c'est bien, mais ça reste fragile en fait. À la fois forte de son histoire et de sa nature, mais aussi fragile de sa rencontre avec l'univers des hommes. Telle est l'histoire de la faune des montagnes. Certains savent profiter des habitations ou continuer à vivre en pleine nature. Sur la neige ou sous la glace, la survie de ces animaux a longtemps été liée à leur résistance au froid, mais ça pourrait bien changer. C'est dans cet incroyable décor au pied du glacier du Bosson que se termine notre épisode du Jardin extraordinaire consacré aux animaux des Alpes, à leur stratégie pour survivre par ces climats et à cette altitude. Un climat qui d'ailleurs petit à petit se modifie, on l'a vu, d'ici à la fin du siècle, 90% des glaciers comme celui-ci auront probablement disparu. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet et tout notre itinéraire dans les Alpes sur notre site internet et notre page Facebook. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même chaîne ou quand vous voulez sur Ovio.